Bon, là, on est de retour avec les vidéos. Je suis toute placée là, pour pas perdre mon enregistrement. Alors, ici, on a un monsieur qui vient de se faire installer son implant, son stimulateur cérébral profond. L'appareil est sous la peau de sa poitrine, mais il faut qu'elle soit activée, cet appareil-là. Donc, c'est activé avec, vous allez le voir dans la vidéo, là, une espèce de truc qu'ils mettent par-dessus, ils pèsent sur le piton, puis l'appareil sous la peau est allumé. Et vous allez voir, c'est instantané. Les tremblements cessent de façon instantanée. Fait qu'on va aller partir la vidéo. Okay, so we're here for the initial programming Fait qu'on session. voit comment il We got tremble, le both sides of monsieur. the brain put in, bilateral stimulators, and Fait here que for là, the c'est un initial stimulateur programming session. bilatéral. Fait que lui, il y en a sur les deux This is côtés what du it looks like cerveau. without the medicine and the Là, stimulator. le stimulus, Now I'm just l'appareil going n'est to pas turn allumé it on. encore. Là, il va dire que I can c'est get my fat fingers to hit the son button. There gros we doigt n'est go. pas capable de l'allumer. Là, il vient de l'allumer. See how it feels. Puis là, c'est How instantané. you feel? Yeah. Là, il dit qu'il se sent bien, le monsieur, là. Puis là, Try ils vont lui closing faire both faire your un fingers test. for me. Parce que ça, ce mouvement-là, les Parkinsoniens ne sont pas capables de faire ça. All right. You Feels gotta pretty love good? science. Okay, good. Hop là. Alors, c'est vraiment intéressant. Puis l'autre que j'ai, c'est celui-là ici, qui montre un peu comment il installe le stimulateur cérébral profond. Ça, c'est l'introduction. L'évolution de nos technologies s'accélère de manière exponentielle. Fait que là, ils vont l'installer à cette dame-là. Les chercheurs ont mis au point un procédé révolutionnaire implanté au cœur du cerveau. Fait que clairement, il faut que la madame, elle Mécanicien bouge d'un pas. nouvel Là. Fait abri. qu'il l'installe dans un halo Le pour pas professeur qu'elle bouge. Benabid a créé le premier stimulateur cérébral. Des microélectrodes implantées profondément dans le cerveau en modifient le fonctionnement. Fait qu'ils mettent les électrodes à des endroits qui doivent être stimulés pour arrêter les mouvements. En s'attaquant au cerveau, une science de plus en plus invasive pénètre au plus intime de l'humain. Alors, sur cette vidéo, on voit un malade parkinsonien à un stade préopératoire qui on est en train de faire des tests pour... Là, je ne sais pas si vous entendez mon vidéo. J'espère que oui. Le monsieur, il explique là, que ça, c'est avant la chirurgie. Là. Le voici après l'intervention. Là, il a eu sa mais chirurgie. Le stimulateur n'est pas en marche. On voit que la main droite tremble. Mon collègue vient mettre en marche le Là, ils font partir le Et on va stimulateur. voir que ce tremblement de la main droite va s'arrêter immédiatement. On est en train de mettre en marche son stimulateur de l'autre côté. Parce que là, il y en a Et à deux, ce lui moment-là, aussi. le malade se débloque, il va bouger ses jambes, il va remettre ses mains en place, il relève la tête, et il marche tout à fait normalement. Il balance les bras, ce que ne font pas les Parkinsoniens. Là, voyez-vous comment il balance fait ses un pas de bras, là? valse pour montrer à quel point il est agile de ses jambes. Le fait d'arrêter le stimulateur vous ramène dans l'horreur identique. Et quand on redémarre à nouveau, le miracle survient. Alors, c'est Même si installé. des résultats extraordinaires Pendant restent une à chirurgie, il être faut que le confirmés patient dans la durée. soit Cet implant éveillé. fait le tour du monde. 40 000 personnes en sont déjà équipées. Là, je ne sais pas si La vous l'avez zone entendu, mais stimulée 40 000 est minuscule personnes de qui la ont taille d'un grain de ce riz. Les stimulateur-là. réglages sont effectués à cerveau ouvert sur les patients pendant une opération qui dure une dizaine d'heures. Il faut que le patient Le soit principe de éveillé. la stimulation profonde consiste à envoyer des ondes haute fréquence dans les zones du cerveau qui dysfonctionnent, soit pour les activer, soit pour les inhiber. La stimulation fait disparaître les symptômes de la maladie, mais ne la guérit pas. Alors, ce qu'ils disent, c'est Finalement, que le système le temps que cet appareil-là est installé puis qu'il fonctionne, oui, je veux dire, le patient, il n'est pas symptomatique, mais le Parkinson, il est là quand même. Ce n'est que, c'est un traitement extraordinaire, là, mais ce n'est qu'un band-aid sur un bobo parce que le Parkinson, le manque de dopamine, il est toujours là. Ici, c'est un long vidéo. Je ne vous le ferai pas jouer au complet là, parce que c'est vraiment long, mais c'est un patient qui
fait un traitement d'exercice intense. Là, on parle d'un patient, soixantaine avancée, qui prenait énormément de médicaments antiparkinsoniens et qui a trouvé qu'avec l'exercice, il arrive à contrôler ses manifestations cliniques de Parkinson et il a été en mesure d'arrêter sa médication. Donc, si on considère que la médication donne beaucoup d'effets secondaires, peut-être que l'exercice physique est une bonne option pour certaines personnes. Ce monsieur-là est probablement à la retraite, il s'entraîne à temps plein à journée longue. C'est pas tout le monde qui a l'opportunité de faire ça. Lui, dans son cas, ça fonctionne, mais c'est clair que d'introduire l'activité physique dans la routine d'un patient parkinsonien, c'est un bonus. Il y a beaucoup de cliniques de Parkinson qui ont maintenant des salles d'entraînement intégrées. Beaucoup de vélos stationnaires, c'est l'exercice par excellence pour les patients parkinsoniens, mais même les poids et haltères, ça a un impact. Est-ce que c'est parce que ça fait sécréter de la dopamine? Est-ce que c'est parce que les récepteurs de dopamine sont plus réceptifs si on fait d'exercice? On n'est pas exactement certain de comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Donc, pourquoi se poser des questions? On le fait. Alors, je vais vous laisser le regarder, cette vidéo-là. Ensuite de ça, dans l'examen clinique pour le Parkinson, c'est sûr que, je veux dire, on va regarder la triade classique. Est-ce que notre patient, il a des tremblements au repos? Est-ce qu'il est rigide? Est-ce qu'il est bradykinésie? Est-ce qu'il bouge? Il a des mouvements qui sont plus lents. Son visage, est-ce qu'il a le masque parkinsonien? Les patients qui ont le Parkinson, c'est des patients qui ne sont pas ridés parce qu'ils n'ont pas d'expression. Les rides qu'on forme autour de la bouche ou au niveau des yeux comme ça, c'est parce qu'on a des expressions faciales comme ça ou parce qu'on rit. Ça fait des plis, mais les patients qui ont le Parkinson, ils n'ont pas ça parce que leur visage est fixe et rigide. On va regarder leur posture voûtée. Alors, c'est des patients qui sont vraiment penchés vers l'avant. C'est des patients qui démontrent une démarche fascinante. On en a parlé tout à l'heure. La démarche fascinante, c'est des petits pas de pieds qu'on traîne, le patient penché par l'avant, les bras qui ne balancent pas. Les patients qui ont la Parkinson ont tendance à perdre du poids, autant parce qu'ils ne sont pas capables de rendre la nourriture à leur bouche, donc ils mangent moins, et en plus, ils ont tendance à souffrir de dysphagie. Donc, c'est des patients qui vont avoir peur de manger. Ils vont avoir tendance à perdre du poids. Dans les examens, les petits examens rapides et objectivables qu'on peut faire, puis là, je vous ai mis des liens vidéo, là, mais on ne va pas tous les regarder, l'épreuve douanée. Alors, avec votre patient, vous vous placez devant, là, moi, je vais me le faire à moi-même, là, mais vous le feriez à quelqu'un. Vous vous mettez devant, vous placez votre doigt comme ça, puis vous demandez au patient de toucher son nez et de toucher votre doigt. Toucher son nez, toucher votre doigt, toucher son nez, toucher votre doigt, puis vous bougez votre doigt pour que le patient ait à bouger lui aussi. Les patients qui font du Parkinson, c'est quelque chose qui est très difficile. Les mouvements alternatifs rapides, ça ici, on l'a vu tantôt dans la vidéo, mais ça, là, c'est quelque chose que les patients parkinsoniens ont beaucoup de difficulté à faire. Donc, on peut même faire ça ou aller un petit peu plus loin puis faire, puis là, on fait changer les doigts. C'est quelque chose qui est difficile pour les Parkinsoniens. Sur les cuisses aussi, tu sais, là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'on ne voit pas mes cuisses, là, mais faire comme ça sur les mains. On tape sur les cuisses avec la paume, on tape sur la cuisse avec le dos de la main. Rapidement, ils ont de la difficulté à faire ça. Le test de la roue dentée, c'est un test que vous pouvez faire facilement. On l'a vu dans la petite vidéo. On prend la main du patient et on essaye de faire le mouvement flexion-extension. Pour un patient parkinsonien, ça va être difficile. Ça va être comme s'il y avait du sable dans l'engrenage. Le test de Romberg, c'est le test où on vérifie l'équilibre. Alors, on leur demande d'avoir les deux pieds ensemble, fermer les yeux. S'ils ne sont pas capables de rester droit sans bouger, c'est un test de Romberg qui est positif. C'est pas supposé être positif, là. On est supposé être capable de rester là, les pieds joints, les yeux fermés, sans bouger. Ça, c'est un test de Romberg qui est négatif. Puis c'est ça qui est normal, que ce soit négatif. Dans le lien que je vous ai mis ici, si vous voulez aller voir, là,
ça vous amène à un article, ça vous amène pas à une vidéo, mais dans cet article-là, il y a les liens pour tous ces petits tests-là que je viens de vous parler. Ils sont tous là, vous pouvez les voir. Alors, on va vouloir évaluer chez un patient parkinsonien son risque de chute régulièrement parce que c'est un patient qui est à très haut risque de chute. On va surveiller sa dysphagie. Alors, les 5 tests que vous avez appris en laboratoire, ça va être important avec un patient qui a le Parkinson parce que c'est des patients qui sont à très haut risque de dysphagie, surtout si vous voyez que c'est un patient qui a beaucoup de sialorée, de salive qui s'écoule du coin de la bouche, parce que ça veut dire que l'action d'avaler de façon involontaire, de façon sans y réfléchir, elle est plus là. C'est des patients chez qui on va devoir travailler sur le sommeil beaucoup parce qu'ils souffrent d'insomnie, ces patients-là. Ils sont hyper fatigués. Ils dépensent énormément d'énergie à trembler, même s'ils le font de façon involontaire. Ça dépense beaucoup, beaucoup d'énergie faire ça. Faites-le pendant que vous écoutez ma capsule vidéo, puis vous allez voir, vous allez être fatigué. Fait qu'imaginez comment ils sont fatigués, ces gens-là, puis en plus, ils ont de la difficulté à dormir. Donc, ça va être quelque chose que vous allez devoir travailler beaucoup. Vous allez devoir, vous pourriez avoir à évaluer leur état mental, la grille de dépression gériatrique va être importante chez les patients parkinsoniens parce qu'ils ont tendance à faire beaucoup de dépression. Ils ont un plus haut risque de suicide, alors ça va être important de surveiller ça. Les AVQ, entre autres l'alimentation, c'est sûr que ça va être difficile, mais même l'habillage, le lavage, le rasage, brosser les dents, ça va être difficile. Donc, ça va être des trucs que vous allez devoir surveiller, puis évaluer, puis intervenir selon l'état de votre patient. Hey, on arrive à la fin. Donc, il y a un PSTI, là, un plan de soins et de traitement infirmier, dans votre Lewis à la page 192-193 pour vous donner des trucs pour vous aider à les aider dans toutes ces sphères-là, dans la mobilité, dans le risque de chute, dans l'autonomie, l'alimentation. Alors, je vous invite à aller le voir si vous avez le temps, ça serait super le fun. Puis, on arrive à la fin. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis, gênez-vous pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'appeler. Bye!